Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La course à la présidentielle s'annonce acharnée en Libye. Pas moins de 15 candidats ont déposé leur dossier à la haute commission électorale libyenne. Parmi eux, il y a le président du Parlement, Aguila Saleh. Vous découvrirez ses ambitions dans cette édition. Le Zimbabwe essuie un refus de financement de la part du Fonds monétaire international. Un coup dur pour ce pays d'Afrique australe en quête de soutien budgétaire avec une dette de près de 10 milliards de dollars. Et le Kenya enregistre une hausse de ses exportations sur les marchés de destination durant les 8 premiers mois de l'année 2021. Une progression de 15,6% par rapport à 2020, notamment due aux assouplissements des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, au Niger, plusieurs organisations syndicales appellent à la souveraineté nationale et exigent le départ sans condition des forces étrangères basées dans le pays. En effet, 4 des 5 principales organisations réunies au sein de l'intersyndicale des travailleurs ont formulé cette sommation dans un communiqué de presse conjoint. Ces organisations accusent la France et ses partenaires d'être les ennemis du Niger au vu des attaques terroristes récurrentes qui déstabilisent le pays. L'intersyndicale des travailleurs a par ailleurs lancé un appel à l'endroit de la population pour une prise de conscience citoyenne. L'élection présidentielle libyenne du 24 décembre prochain suscite pas mal d'engouement parmi les acteurs politiques. Pas moins de 15 candidatures ont été déposées à la haute commission électorale libyenne depuis le 8 novembre. Parmi les candidats en lice, il y a le président du Parlement, Aguila Saleh. Nathalie Moho nous présente ses ambitions. S'il présente sa candidature pour la présidentielle de décembre 2021 en Libye, c'est dans le souci de mettre une fin définitive au conflit libyen. Le président du Parlement, Aguila Saleh, a officiellement annoncé sa candidature le 17 novembre 2021. Son programme politique va porter sur la justice et le rétablissement de la cohésion nationale. J'annonce ma candidature à la présidence de l'État et je m'engage à respecter la déclaration constitutionnelle, à garantir l'indépendance de la justice et à préserver l'unité et l'indépendance de la Libye. Aguila Saleh est en course pour l'élection dont les enjeux majeurs pour lui sont d'unifier les institutions et d'arriver à la réconciliation nationale. Dans sa course à la présidentielle, il aura pour principaux rivaux le général Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi. Aguila Saleh a 2 cartes majeures à jouer face à ses principaux rivaux. La première est celle d'un civil, un homme de poigne qui a dirigé d'une main de fer l'Assemblée nationale jusqu'à obtenir une loi électorale quasiment taillée sur mesure. La deuxième carte est celle d'un homme d'expérience qui a géré une institution quasiment stable quand on sait la manière dont ce pays est aujourd'hui dirigé. Le 24 décembre 2021, plus de 2,83 millions de Libyens sont appelés aux urnes pour une élection couplée présidentielle et législative. Seulement la loi électorale en vigueur en Libye continue de diviser et menace, de l'avis de certains acteurs politiques locaux, la légitimité du futur président libyen. Également dans l'actualité, le Burundi n'est plus sous sanctions américaines. En effet, ce jeudi 18 novembre, le président américain Joe Biden a annoncé la levée de l'état d'urgence concernant la situation au Burundi en vigueur depuis novembre 2015, ainsi que la fin des sanctions ciblées à l'encontre de 4 hauts gradés de l'armée et de la police impliqués dans des violences en 2015. Le président américain a estimé que la situation du Burundi s'est nettement améliorée depuis l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye en 2020.
La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine se tient à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre. L'occasion de mettre en lumière les entrepreneurs africains et leurs activités. Notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Ange Nomenyo, nous propose un arrêt au stand du Zimbabwe pour découvrir la profession exercée par Tanaka Simon Maruizi, assistant de direction dans une société agro-industrielle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'exposant du jour. Nous sommes à Durban en Afrique du Sud et c'est la foire commerciale intra-africaine. Je vous amène au Zimbabwe avec notre exposant du jour qui va se présenter. Hello. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Tanaka Maruizi et je suis assistant de direction de Glytime Foods, une agro-industrie et société zimbabwéenne fondée en 2018. Nous avons à peine 3 ans d'existence, mais nous sommes déjà considérés comme l'une des entreprises avec une croissance rapide au Zimbabwe. Nous nous centrons sur la production des produits sains qui vont de la catégorie des céréales aux casse-croûtes. Nous les fournissons au marché de détail, mais aussi aux hôtels et institutions gouvernementales. Nous faisons également des produits végétariens, des produits par ailleurs sains. Vous voyez, nous avons des produits faits de granola, nous avons des cookies chauds que l'on appelle hotties et nous les considérons d'ailleurs comme étant nos produits phares. Nous avons également d'autres produits pâtissiers comme le raisin sec et des noix de coco desséchées. C'est une large gamme de produits sains que nous offrons. Nous sommes encore en pleine croissance, cependant nous songeons déjà à inclure le volet des exportations. Cette foire est une plateforme qui va permettre à notre société de grandir et surtout d'améliorer la notoriété de la marque. Elle nous permettra également d'obtenir des engagements concrets avec des fournisseurs alternatifs pour nos matières premières et aussi pour les équipements dont nous aurons besoin dans nos productions. L'une des choses que nous intégrons dans nos missions est l'obtention des partenariats stratégiques. Pourquoi est-il important pour vous de participer à cette foire commerciale intra-africaine et de présenter vos produits? Nous avons besoin de collaborer avec des organisations d'envergure telles que l'Association africaine des partenaires de production et toute autre société permettant de favoriser l'industrialisation du continent africain. Thank you very much, my friend. Merci encore de nous suivre sur Africa 24 pour ce numéro de l'exposant du jour à cette foire commerciale intra-africaine. Nous continuerons de vous présenter d'autres exposants qui sont partout en Afrique, qui présentent des produits vraiment impressionnants. Restez toujours câblés et ne quittez pas surtout. Coup dur pour le Zimbabwe. Après une mission d'1 mois, le Fonds monétaire international a refusé d'apporter une aide financière à ce pays d'Afrique australe dont la dette est estimée à près de 10 milliards de dollars et ce malgré ses efforts engagés dans des réformes monétaires et budgétaires. Les explications de Samantha Saberou Sabubanga. Pas de soutien financier du Fonds monétaire international FMI au Zimbabwe. À l'issue d'une mission d'1 mois dans ce pays, le FMI affirme ne pas être en mesure d'apporter un soutien budgétaire au Zimbabwe en raison d'une dette insoutenable et d'arriérés. L'information émane d'un communiqué de l'institution de Bretton Woods paru mardi 16 novembre. Ce pays d'Afrique australe cumule au total une dette de 9,3 milliards d'euros, dont près de 6 milliards d'arriérés. Le Zimbabwe n'a jamais eu des relations de bonne qualité avec les institutions de Bretton Woods. C'est peut-être bien, peut-être mal pour eux, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir sans les institutions de Bretton Woods. La raison pour laquelle le Zimbabwe et les institutions de Bretton Woods n'ont pas de bonnes relations, c'est que le Zimbabwe veut en faire ses dirigeants, mais surtout pour le compte et pour le bien du peuple zimbabwéen. Tout le monde se souvient des dégâts que certains pays africains ont eus de par les orientations trop dirigistes des institutions de Bretton Woods. À partir du moment où vous n'êtes pas très obéissant, les institutions de Bretton Woods ne s'alignent pas avec vous. Le Zimbabwe a souffert pendant plus d'une décennie d'hyperinflation et de récession, mais la hausse des prix a commencé à montrer quelques signes de ralentissement. Il y a une vingtaine d'années, sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe, le Zimbabwe est tombé en défaut de paiement. À son départ, il a laissé derrière lui une économie exsangue minée par le chômage, le manque d'argent liquide, d'essence et même d'électricité et d'eau.
Et je crois simplement que le Zimbabwe est aujourd'hui dans une situation où financièrement il est faible, mais tient sa tête droite pour être à mesure de travailler en fonction de ce que est l'avenir le plus prometteur du peuple zimbabwéen vu par les dirigeants zimbabwéens. Je pense simplement qu'à partir du moment où on n'est pas prêt à courber les chines, il est important de trouver des alternatives. Et aujourd'hui, le Zimbabwe a des atouts pour être à mesure de regarder la finance alternative dans le monde. Le privé est le secteur dans lequel le Zimbabwe devrait être en mesure de se tourner, améliorer son attractivité pour être en mesure d'accueillir des investisseurs de tous bords. En septembre 2021, le gouvernement a annoncé avoir fait des versements symboliques à quelques créanciers. Bien que l'institution financière ait noté ses efforts significatifs du Zimbabwe, il lui reproche toutefois de n'avoir ni vision claire de la restructuration de sa dette ni d'assurance d'ajustement de la part de ses créanciers. L'assouplissement des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 a favorisé la hausse des exportations du Kenya sur les marchés de destination. Sur la période allant de janvier à août 2021, le pays a enregistré une progression de 15,6% de ses exportations par rapport à 2020, soit 4,37 milliards de dollars. Les précisions de Mildred Diamou. Les recettes totales issues des exportations du Kenya ont atteint environ 4,37 milliards de dollars pour la période allant de janvier à août 2021 contre 3,78 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période en 2020. Selon un rapport gouvernemental publié le 16 novembre 2021, ces chiffres représentent une hausse de l'ordre de 15,6% des exportations du pays entre janvier et août 2021. Avec le frémissement de la reprise économique dans le monde malgré la persistance de la pandémie, le Kenya mène une politique volontariste et agressive pour acquérir de nouvelles parts de marché dans un monde de plus en plus concurrentiel. Le Kenya est un pays qui compte en Afrique et sur lequel il faudra compter dans l'avenir. Cette augmentation des exportations s'explique par le fait que le Kenya a un savoir-faire dans le domaine agricole et maintenant un acteur respecté dans les technologies de l'information et de plus en plus dans l'industrie. Les statistiques de l'Agence kenyane de promotion des exportations montrent que les principaux produits d'exportation du Kenya comprennent les produits horticoles, le thé, les vêtements, le café, les minéraux, les produits pétroliers, les graisses animales et végétales, les machines et pièces détachées, les produits sidérurgiques ainsi que les produits pharmaceutiques. Les principaux marchés d'exportation des produits kenyans sont l'Ouganda, la Grande-Bretagne, le Pakistan, la Tanzanie et l'Égypte. Le Kenya devra continuer à diversifier son industrie et promouvoir ses produits et d'aider les femmes à mieux s'insérer dans le tissu industriel et économique puisqu'elles disposent de véritables savoir-faire et elles sont très dynamiques et entreprenantes. L'Agence kenyane de promotion des exportations attribue cette hausse des exportations aux efforts déployés par les autorités kenyanes pour réduire sa dépendance sur les marchés agricoles volatiles. L'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 sur les marchés de destination d'exportation ainsi que les efforts de diversification des exportations justifient également cette embellie, indique l'agence. Il l'avait annoncé en septembre et l'a officialisé le 17 novembre. L'ancien footballeur international Samuel Eto'o est officiellement candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. FECAFOOT s'est accompagné d'une foule de supporters qu'il a introduit son dossier en vue de l'élection prévue le 11 décembre prochain. La bataille s'annonce rude. Le point avec Roberto Bogbe. Une marée humaine pour accueillir le très populaire Samuel Eto'o. L'ex-capitaine des Lions indomptables au volant de sa voiture a dû percer cette foule en liesse pour déposer sa candidature. Objectif, briguer la tête de la Fédération camerounaise de football. Une FECAFOOT au cœur de toutes les batailles. Depuis 2013, elle peine à fonctionner dans les règles de l'art, tenant debout à coups de comité de normalisation. Une situation que l'ancien attaquant vedette du Barça compte changer. Je ne pensais pas revenir dans ce bâtiment. Je ne pensais vraiment pas parce que nous avons servi cette équipe nationale, cette fédération pendant 25 ans. C'était le même bâtiment. 25 ans après, je dirais même beaucoup plus, c'est toujours le même bâtiment. Et je dirais à ceux qui travaillent à longueur de journée dans ce bâtiment, grand merci parce que c'est un effort.
Je pense qu'avec tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Redonner au football toute sa grandeur. Un slogan ambitieux que Samuel Eto'o veut concrétiser. L'ancienne légende du ballon rond avait annoncé son intention de se porter candidat le 22 septembre, estimant qu'il était temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais. Pour ça, il faudra passer par une élection qui s'annonce très corsée. Une élection sur laquelle pèsent, selon lui, des soupçons de fraude et de corruption. Quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Le dépôt de la candidature de Samuel Eto'o intervient alors que Seydou Mbombo Njoya, président actuel, est contesté par plusieurs acteurs du football camerounais. Il accède au poste de président en 2018, mais son élection est annulée le 15 janvier 2021 par le tribunal arbitral du sport. Malgré tout, il est resté en poste, avec pour mission de travailler à l'organisation d'une nouvelle élection. Une élection du nouveau président de la FECAFOOT, prévue le 11 décembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.